Voilà, je vais vous proposer de reprendre en remerciant les organisateurs de ce symposium de me donner l'occasion de vous présenter quelques histoires de collection peut-être plus locales que ce que nous a présenté Madame Maguette, qui était une conception beaucoup plus large du problème. Avant cela, deux petites anecdotes qui me sont revenues en chemin, qui sont en lien, je crois, avec l'idée de patrimoine. La première, je me suis souvenu d'un collègue italien qui, il y a une quinzaine d'années, m'avait remis une publicité assez étonnante pour un programme informatique d'apprentissage des langues qui était pompeusement baptisé Rosetta Stone. Et il était précisé que ce nom était celui de la grande égyptologue américaine qui avait déchiffré les hiéroglyphes. Dans la même série, je pourrais citer, il y a aussi une quinzaine d'années, la mésaventure ou la bonne aventure arrivée à mon collègue Dirk van der Plas, professeur à Utrecht et à Groningue, qui, dans le cadre des projets européens de rassemblement culturel, avait proposé un programme informatique pour permettre à tous les musées égyptiens d'avoir un inventaire à peu près commun et permettre ainsi les échanges entre musées. Le projet lui a été refusé d'abord par les fonctionnaires de Bruxelles, qui lui ont rappelé avec une certaine réalité que l'Égypte ne se trouvait pas en Europe. Là-dessus, mon collègue a eu la bonne idée de dire l'Égypte, d'accord, je le sais, mais l'égyptologie, c'est européen. Et je vous assure qu'il a vécu comme un prince grâce aux subventions européennes pendant plusieurs années. Voilà, je reviens maintenant au vif du sujet, en vous disant que par égyptologie, j'entends l'étude de toutes les civilisations qui se sont succédées sur le territoire de l'actuel État égyptien et de leur influence sur les contrées et civilisations voisines à travers des témoignages immobiliers et mobiliers, même s'il sera surtout question de ces derniers durant cette communication. Ma définition du patrimoine est volontairement plus imprécise. Je retiens une notion d'héritage. Et pour mémoire, je rappellerai qu'un patrimoine peut être matériel ou immatériel et que le patrimoine ne connaît pas de limites géographiques, spatiales, politiques, pas plus qu'il n'a de limites chronologiques. Alors avant d'en venir aux collections, je voudrais relever deux cas tout à fait topiques de ces problèmes. Le premier cas est assez cocasse, c'est celui des obélisques. Comme vous le savez sans doute, c'est un monument qui appartient au vocabulaire architectural de l'ancienne Égypte par excellence. Mais la ville où se dresse aujourd'hui le plus d'obélisques est Rome. Il y en a une vingtaine. La plupart furent érigés par les pharaons pour honorer leur divinité, mais certains d'entre eux ne le furent que quelques décennies avant la conquête romaine d'Octave. Avec cette mainmise romaine sur l'Égypte, beaucoup d'obélisques furent transportés à Rome pour venir enrichir l'urbanisme de l'Urbs impériale, et ils furent dressés la plupart pour servir d'ornement et de trophées et de marque du symbole de la puissance romaine dans les hippodromes par exemple. Ils s'effondrèrent à leur tour en 476 après Jésus-Christ avec l'Empire romain d'Occident. Ils sont redécouverts à la Renaissance et à ce moment-là, les papes procèdent à leur réérection pour dessiner le visage urbanistique de la nouvelle ville éternelle. On fait même appel, comme c'est le cas ici, à des sculpteurs de renom, le Bernin en l'occurrence, un des plus grands sculpteurs de tous les temps, je crois, après toutefois celui qui a réalisé la petite statuette de Nemtinart qui est dans nos collections. Eh bien, j'admets aussi que ce n'est pas le chef-d'œuvre du Bernin, que ce sort d'obélisque. Et donc, toute la ville de la Renaissance est ainsi modelée à travers ces obélisques. La question donc que je voudrais soulever, et à laquelle je n'ai pas de réponse, bien sûr, est de savoir à quelle civilisation, à quelle culture ou à quelle page de l'histoire ces obélisques appartiennent-ils. Si quelqu'un a la réponse, je vous en prie. Je lui cède volontiers ma place. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Autre cas toujours assez cocasse, Jean-François Champollion. Je pense que peu de gens savent que le 15 juin 1825,
le pape offrit à Champollion la barrette de cardinal. Léon XII ignorait cependant que Champollion était marié et père de famille, ce qui mit fin prématurément à la carrière ecclésiastique du déchiffreur des hiéroglyphes. On pourrait toutefois s'interroger sur les motivations du souverain pontife. Voulait-il simplement honorer un grand savant, ou y avait-il une intention, par exemple, de placer la science nouvelle et naissante sous la tutelle de l'Église catholique? Eh bien, je pense que la réponse est effectivement idéologique. Certains esprits libertins professaient en effet que les monuments de l'ancienne Égypte remontaient à 10 ou 15 000 ans avant l'ère chrétienne, ce qui n'était canoniquement pas possible, puisque, comme vous le savez tous, le monde avait été créé en 4004 avant Jésus-Christ, le 23 octobre à midi, d'autres disent 21 heures. Comme quoi on peut être chronographe et dyslexique. Les travaux de Champollion, toutefois, qui s'étaient d'abord intéressés aux époques macédoniennes et romaines, permettaient, aux yeux du Saint-Père, de remettre le village pharaonique au milieu de l'Église catholique, si j'ose utiliser cette expression, et donc de conserver la mainmise de l'histoire officielle religieuse. D'ailleurs, Champollion a souvent détracté ses collègues de l'époque, cherchant à donner à l'Égypte une plus grande antiquité qu'elle n'avait, en parlant par exemple de chronologie qui dépassait toutes les limites des temps historiques. Champollion a tutoyé dans son voyage en Égypte les monuments d'Ancien Empire, mais curieusement, il ne s'est jamais risqué à les dater. J'en viens maintenant aux collections locales, à leur constitution et à leur développement. En 1818-1820 se crée à Genève, sous l'impulsion de Henri Boissier, le musée académique. C'est un musée au sens alexandrin du terme, dans la foulée des grands naturalistes genevois du XVIIIe, les Tremblay, de Luc, de Candolle, de Saussure, etc. Ce ne sont pas que des noms de rues, ce sont d'abord des savants. Ce musée il se propose de réunir des collections pour permettre aux professeurs et aux étudiants de disposer d'échantillons, de poursuivre des expériences, et sans surprise, les sciences naturelles se taillent la part du lion. Sur les 24 commissariats, collections qui concernent ce musée, 20 sont liés aux sciences naturelles, les 4 autres comprenant la numismatique, monnaie ancienne, monnaie moderne, l'archéologie, toute civilisation confondue, et les objets de statistique, qui est l'aimable appellation de ce qui deviendra l'ethnographie. Si l'Égypte ancienne est présente timidement dès les premiers mois du musée, elle fera une entrée en force en 1824 avec le don par Pierre-Jean Fleuret, un négociant genevois qui a bourlingué à travers les Amériques, la Palestine, l'Égypte, au service de l'Empire napoléonien puis de la France, et qui offre à sa ville natale un crocodile empaillé ainsi qu'une momie avec son cercueil. Le crocodile suscite énormément d'intérêt. Quant à la momie, elle sera développée, pour prendre les expressions de l'époque, en août 1824. J'ai d'ailleurs presque retrouvé une photo d'époque. Fleuret quitta Genève pour retourner à son commerce. Il s'était entre-temps établi à Marseille. Avec une commande assez intéressante, le musée lui demandait de lui procurer une autruche empaillée pour agrandir ses collections. Fleuret sous-traita très officiellement l'affaire avec le célèbre consul Bernardino Drovetti, consul de France en Égypte, lequel Drovetti accepta évidemment le marché, et puis, en bon commerçant, offrit en bonus à ses clients genevois une douzaine d'antiquités égyptiennes choisies parmi ses collections. Ces pièces arrivent en 1825 et c'est vraiment le début d'une effervescence égyptienne à travers la cité, puisque tous les mécènes qui souhaitent enrichir le musée naissant se précipitent pour offrir des pièces, et en une année, c'est une centaine d'objets qui affluent de la part de personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Égypte, mais qui se réfèrent et qui achètent auprès notamment de Fleuret des pièces pour les offrir ensuite au musée genevois.
En 1826, le premier catalogue est rédigé par Jean-François Champollion. On retiendra de ce premier épisode une curiosité liée à la découverte du monde environnant. Pas un instant il n'est question d'art, malgré la qualité des objets. Le monde savant n'a probablement pas encore intégré le fait que tout ne repose pas sur les canons de l'esthétique grecque. La collection égyptienne sommeilla ensuite une bonne trentaine d'années. L'explication pourrait en être la facture de l'autruche, M. Drovetti n'étant pas spécialement généreux. Elle fut reprise en main dans la deuxième moitié du XIXe siècle par Hippolyte Jean Gosse, personnage haut en couleur de la République genevoise. Sous sa direction, la collection égyptienne et d'autres collections archéologiques du musée, la collection égyptienne s'accrut de près d'1 millier d'objets. Il n'est guère davantage question d'art égyptien, mais plus volontiers d'anthropologie générale, de comparatisme, d'origine des peuples et des races. Gosse recherche des objets alors méconnus, tissus coptes, outils quotidiens, outils préhistoriques. Il acquiert par exemple les premières palettes à phare égyptiennes, alors que les fouilleurs viennent de les inventer, et que l'on considère encore à l'époque comme des symboles chrétiens. Avec Gosse, c'est donc la science historique qui est en marche, dans une vision peut-être plus proche de l'ethnographie que de l'histoire événementielle proprement dite. On ne quittera pas le XIXe siècle sans mentionner 4 autres éclairages. Il me faut d'abord évoquer la personnalité de Walter Voll, bien mise en lumière par un article récent paru dans Genawa, dont l'auteur est présente dans la salle. Voll était un homme aisé qui passa la plus grande partie de sa vie en Italie et entreprit 2, peut-être 3 voyages sur les bords du Nil. Voll réunit d'immenses collections, a priori totalement disparates, puisqu'on compte aussi bien des dentelles que des objets archéologiques ou des peintures. Parmi les objets archéologiques, il y a à peu près 200 objets égyptiens, et l'ensemble des collections fut offert à la ville, du vivant même du mécène, le 25 octobre 1871. Je cite la déclaration de Voll, « Il le fait dans le désir d'être dès à présent utile à nos fabricants et à nos artistes. » Fin de citation. Son principal souci est donc pas tellement d'écrire de nouvelles pages d'histoire, mais de fournir à l'industrie, aux artisans, des modèles ou aller piocher ensuite pour réaliser de nouvelles pièces à travers le répertoire de formes, de décors et d'objets qu'il a pu rassembler. D'autres voyageurs rapportent également des souvenirs qui se traduisent lorsqu'ils sont artistes par des peintures. Je précise que la figure de la mélancolie qui figure en allégorie au premier plan n'a rien à voir avec mon propos, c'est simplement un tableau que j'aime bien de M. Veillon. Et ça peut également se traduire en objets qui sont rapportés et parfois offerts au musée. On ne parle toujours pas d'art égyptien, mais l'Égypte inspire les artistes en marge du grand tour. Il semble que les scènes nilotiques font alors fureur dans les salons genevois, au même titre qu'il n'y a guère, on pouvait trouver dans les salons de la petite bourgeoisie égyptienne des vues du château de Chillon avec le lac et les Alpes. Dès 1869, entre en scène un grand des grands de l'égyptologie. Je veux parler d'Henri-Édouard Naville, auquel il serait injuste de ne pas associer son épouse Marguerite Naville, née de Pourtalès. Leurs travaux sur les textes et la religion égyptienne font encore autorité pour certains, notamment l'édition synoptique du Livre des Morts au Nouvel Empire. Âgé de 38 ans, Naville se lance dans l'archéologie de terrain, fouillant pour le compte de l'Egypt Exploration Fund, basé à Londres, de nombreux sites du delta. Il importe de rappeler qu'à l'époque, le service des antiquités de l'Égypte n'a pas les moyens d'explorer l'ensemble des sites archéologiques, de les sauvegarder et encore moins de les aménager pour les touristes. Les missions étrangères sont donc les bienvenues, à leurs frais bien sûr, et en fin de saison,
on procède à un partage des trouvailles, comme Mme Madjet nous l'a rappelé. Les pièces les plus importantes restent en Égypte, et le reste est remis aux missions qui peuvent en faire en gros ce qu'elles veulent. L'Egypt Exploration Fund a ainsi permis d'enrichir les musées britanniques, mais également d'autres institutions, ou même de simples particuliers, qui avaient apporté leur contribution sonnante et trébuchante au succès de ces campagnes archéologiques. À l'issue de la saison 1888 à Bubastis, par exemple, ce sont 80 tonnes d'antiquités qui sont embarquées en direction de Liverpool. Parmi elles, la statue de Ramsès II, œuvre majeure de la collection genevoise, offerte par l'Egypt Exploration Fund en reconnaissance de l'engagement de Naville sur ce site et de l'appui de quelques citoyens genevois. Avec ma collègue Marie van den Bosch, nous avons récemment dépouillé des centaines de pages d'articles pour essayer de comprendre le cheminement de cette statue de l'Égypte jusqu'à Genève. Je dois vous avouer, puisque nous sommes entre nous, que c'est vraiment en préparant cette communication que je me suis rendu compte du ridicule de notre enquête. Dans notre rédaction, nous avons effectivement accrédité la tradition qui veut que le don de cette statue soit une cession généreuse de la Grande-Bretagne en hommage à un éminent savant genevois, en oubliant totalement qu'en amont, il y eut d'abord une décision des responsables des antiquités égyptiennes de l'époque attribuant cette statue aux fouilleurs, et que ce don est d'abord celui de l'Égypte. D'autres documents issus des fouilles Naville rejoignirent également le musée au début du XXe siècle. Ces objets donc portent le témoignage de l'activité scientifique de Genevois, passionnés par l'exploration archéologique en l'occurrence du pays. Cette confusion sur les remerciements à adresser à propos de la statue de Ramsès II montre que l'histoire contemporaine a fait irruption dans la constitution des collections. Il est peut-être important de rappeler qu'à cette époque, l'Égypte est sous la tutelle de l'Angleterre et partiellement de la France, du moins pour ce qui concerne l'archéologie, et qu'en même temps, l'Égypte est suzeraine du Soudan, du moins jusqu'à la révolte du Mahdi. Ceci explique, par exemple, que ce sont les archéologues franco-britanniques sous couvert égyptien qui allèrent les premiers explorer le Djebel Barkal, en Haute-Nubie, dans l'actuel territoire soudanais, et rapportèrent au Caire ces objets qui, logiquement, devraient prendre place au musée de Khartoum. Cela explique aussi une confusion helvétique qui suit la découverte de la deuxième cachette de Deir el-Bahari et l'embarras de nos autorités en 1893-94. 3 ans auparavant, en 1891, le service des Antiquités avait exhumé à Deir el-Bahari une cachette contenant un peu plus de 150 ensembles funéraires appartenant au clergé d'Amon de la 21e dynastie. Face à l'abondance de ce matériel archéologique, les autorités chargées des Antiquités suggérèrent au Khedive d'offrir une partie de ces trouvailles aux États et aux nations amies. On confectionna donc une vingtaine de lots qui devaient être tirés au sort, et les États étrangers furent appelés à manifester leur intérêt pour ce cadeau diplomatique. Petit problème, la Suisse, qui n'entretenait à l'époque aucune relation diplomatique avec la Porte, ne pouvait donc avoir de légation chez un vassal de la Porte, qu'était l'Égypte. Pourtant, grâce à l'intermédiaire du professeur Jean-Jacques S. de Fribourg, du Neuchâtelois Gustave Géquier et d'Édouard Naville, la Suisse fut finalement admise au rang des prétendants. Encore fallait-il que le gouvernement fédéral manifeste son intérêt pour ce cadeau. À Berne, le Conseil fédéral tergiversait, du tout pour des questions de politique étrangère, mais en raison du coût possible de l'opération, selon le vieil adage Timeo Danaos et Dona Ferentes. La requête officielle arriva hors délai, mais les autorités égyptiennes modifièrent les lots de façon à proposer un lot supplémentaire
pour que la Suisse puisse participer au tirage au sort, et c'est ainsi qu'une centaine de figurines funéraires et 4 cercueils rejoignirent notre territoire. Ils sont répartis entre Bâle et Saint-Gall pour les figurines funéraires, Appenzell, Heimatmuseum, Berne, Neuchâtel et Genève pour les cercueils, répartition qui fut confiée au bon soin d'Édouard Naville. Dans la précipitation, toutefois, les lots furent quelque peu mélangés, et c'est ainsi que le cercueil de Genève et celui de Berne, qui sont des cercueils intérieurs, appartiennent à même ensemble que des cercueils extérieurs qui ont gagné le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Nous voyons que nous écrivons ainsi une page d'histoire nationale et diplomatique en marge d'un cadeau du Khedive égyptien. Parmi les sources d'acquisition qui voient le jour à la fin du XIXe siècle, et à la base d'une trentaine de collections publiques en Suisse, certaines sont d'ailleurs très modestes, ne dépassant pas quelques unités, il y a les dons des voyageurs et des résidents. À l'instar, par exemple, de Baden, Brissago, Lausanne, Vevey et d'autres localités, le musée d'Yverdon reçut en 1896 d'un compatriote, Edwin Simon, ingénieur agronome, qui avait obtenu du service d'Antiquité l'autorisation d'entreprendre des fouilles de distraction dans la région d'Armim, un cercueil, un ensemble funéraire, un cartonnage, ainsi qu'un important papyrus du livre des morts de la momie de Nessiou. Il faut rappeler qu'à cette époque, fin 19e, début du XXe siècle, la Suisse est terre d'émigration, et une importante colonie helvétique se retrouve tant au Caire qu'à Alexandrie. Ce sont pour l'essentiel des artisans partis chercher un sort meilleur sur les bords du Nil. Eux-mêmes ou leurs descendants en rapportent de petites antiquités, bien souvent acquises auprès des antiquaires kérotes, voire du musée. Ce faisant, ils agissent comme maint autres émigrés qui, en fonction de leur réussite, permettent à leur pays natal de disposer de collections égyptiennes et de diffuser cette civilisation assez extraordinaire à leurs compatriotes restés au pays. C'est ainsi que le Musée national d'Athènes possède, par exemple, une collection égyptienne de premier ordre. Nous voyons que nous écrivons par là même une page de l'histoire économique des pays. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel possédait, depuis le XIXe siècle, un embryon de collection égyptienne. Elle connaît entre 1927 et 1935 un accroissement certain, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En effet, l'éminent égyptologue neuchâtelois, Gustave Géquier, doyen de la faculté des lettres et membre actif de l'équipe dirigeante du musée d'ethnographie de Neuchâtel, est chargé de diriger des fouilles à Saqqara pour le compte du service des antiquités. À plusieurs reprises, le musée d'ethnographie lui confie un petit pécule, grâce auquel Gustave Géquier peut acheter, sur le chemin du retour, des objets qui prennent la direction de Neuchâtel. Son fournisseur principal, c'est le musée du Caire et le service des antiquités, le musée du Caire qui, à l'époque, avait sa propre salle des ventes où tout un chacun pouvait aller acheter des pièces que le musée ne souhaitait pas conserver. Géquier acquiert donc des objets représentatifs des grandes périodes de l'histoire de l'ancienne Égypte ou également de la vie quotidienne au temps des pharaons. Remarquons que Géquier n'a que très très rarement acheté des objets issus de ses propres fouilles, mais plutôt des fouilles de ses collègues. Il s'agissait de développer l'aspect didactique et pédagogique de la présentation du musée neuchâtelois. C'est, je crois, dans ce même souci didactique et dans le but de parfaire la complémentarité des collections qui a présidé aux achats effectués dans la seconde partie du XXe siècle dans les principaux musées de notre pays. Avec un souci éthique attentif, il faut quand même le souligner, le musée de Genève a par exemple tenté de combler quelques lacunes à l'intelligence du propos qui pouvait être tenu sur l'Égypte ancienne, ou alors l'université de Fribourg acquit d'importantes collections d'études composées essentiellement de scarabées et d'amulettes. Il y en a quand même 11 000 à la fin. Parmi les modes d'acquisition récents, il me faut, pour être exhaustif, signaler encore quelques laisses résultant des conséquences de la politique récente de l'Égypte.
La crise de Suez, par exemple, contraignit plusieurs expatriés à retourner dans leur pays d'origine. C'est ainsi qu'en 1983, un anonyme remit au musée d'Yverdon quelques joyaux de sa collection constituée, jadis au Caire, et qui font de ce petit musée du Nord vaudois l'un des plus riches de Suisse pour ce qui est de la statuaire privée du Moyen Empire. D'autres expatriés trouvèrent en Suisse une terre d'asile et léguèrent à leur pays d'accueil, en reconnaissance, tout ou partie de leur collection. C'est ainsi qu'à Genève, nous avons cette merveilleuse petite statuette de Nemtinart, un chef-d'œuvre du Moyen Empire, ainsi qu'une statuette en bronze que nous devons en mémoire de monsieur et madame Victor Ada, reconnaissant de l'accueil que notre pays leur a réservé. Force est donc de constater qu'en plus de permettre à ces visiteurs de découvrir par ces témoignages matériels une civilisation éloignée tant dans le temps que dans l'espace, en plus de rappeler l'importance de l'Égypte dans l'histoire et le développement de l'humanité, nos collections écrivent parallèlement une autre histoire. C'est une histoire que l'étude parallèle des archives nous aide à déchiffrer et à entrevoir. Cette histoire est celle des relations que notre région noua avec les bords du Nil, relations en étroite liaison avec des événements politiques, des événements culturels, économiques, idéologiques que nos contrées ont traversés. Nos collections sont ainsi un hommage aux acteurs de cette histoire qui ont su tisser durablement des rapports curieux, étonnés, amicaux et bien souvent passionnés, croisés par-dessus la Méditerranée, entre la Suisse et l'Égypte. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, lorsqu'il y a quelques mois, j'ai reçu un message de Leila El-Wakil me demandant si je souhaitais participer à un colloque traitant du sujet du retour des œuvres d'art, je lui ai répondu « Vous savez que je n'y connais rien ». Et elle m'a dit « C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à vous ». Bien entendu, lorsqu'on a mon âge, on a forcément une grande habitude d'avoir parlé dans sa vie de sujets sur lesquels on ne sait rien, et avec une certaine prétention, et j'ai pensé que j'allais continuer dans cette lancée. Et j'ai accepté en me disant que la dernière des choses que je devais faire entre le moment où Leila El-Wakil m'a sollicité et le moment de maintenant, de cette conférence, la dernière des choses que je devais faire était d'essayer d'en savoir plus sur le sujet. Parce que du coup, ma qualité d'ignorant aurait disparu, mais très partiellement, et je me serais certainement retrouvé à vouloir faire comme ceux qui savent, et on serait sorti des règles du jeu que nous nous sommes fixées d'emblée. Alors je suis resté dans mon coin jusqu'à il y a quelques jours où j'ai quand même souhaité rencontrer à la fois Leila El-Wakil et Maître Reynolds pour leur dire un peu les axes de mon intervention, leur demander pardon par avance et m'assurer que je pourrais aller jusqu'au bout de mon exposé sans recevoir trop de fruits bien mûrs. Et donc je suis resté vraiment largement dans mon coin et j'ai commencé à réfléchir à ce problème en me disant d'emblée qu'il y a là une situation paradoxale, à plus d'un titre. D'abord, ce problème a en lui une réelle tristesse, vous en conviendrez. Le retour d'œuvres d'art volées évoque toutes sortes de douleurs. Mais en même temps, on se bat pour l'art. C'est pas si courant, en particulier en Occident. Et en tant que responsable depuis longtemps de
plusieurs institutions culturelles ou artistiques, je sais que c'est rare que l'art ou la culture suscite de l'intérêt. Donc là, on est dans une situation, c'est pas contradictoire. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a longtemps avec une des gloires de cette faculté des lettres qui participe à ce colloque, qui était Jeanne Hersch, et je lui avais dit, vous savez, là, madame, je crois que c'est une contradiction. Elle m'avait repris, elle m'avait dit, ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Et elle avait ajouté une phrase qu'elle m'a ressortie à de nombreuses reprises, lorsque vous vous occupez de conditions humaines et que vous butez sur un paradoxe, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et là, nous sommes en plein paradoxe. Juste comme ça, à titre d'illustration, si vous permettez, pour qu'on soit bien au clair. Imaginons une équipe de basket. Une équipe de basket, c'est 5 joueurs sur le terrain. Il y en a en général plus, mais c'est 5 joueurs à la fois sur le terrain. Imaginons une équipe de basket dont 4 joueurs mesurent 2,05 m et le 5e mesure 1,60 m. Si je dis dans la même phrase, cette équipe constituée de 4 joueurs de 2,05 m et d'un joueur d'1,60 m est faite de 5 joueurs qui ont tous la même taille, ça c'est une contradiction. Mais si je dis, cette équipe est constituée de 4 joueurs de 2,05 m et d'un joueur d'1,60 m, et le joueur d'1,60 m est de loin le meilleur basketteur des 5, ça c'est un paradoxe. Et là nous sommes dans le paradoxe et donc dans la condition humaine. Ce qui veut dire, dès que l'on touche à la condition humaine, que ce sont les passions qui mènent le bal. Ce sont elles qui dominent. Et du reste, très vite, après mon échange avec Leila El-Wakil, je me suis retrouvé moi-même en pleine tourmente. Parce qu'au fond, quand on approche ce problème d'un peu plus près pour la première fois, qu'est-ce que l'on rencontre comme émotion? Des émotions violentes, souvent vulgaires, mais irrépressibles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque? Ma foi, ces œuvres d'art, ça évoque le colonialisme, ça suscite la révolte, ça évoque l'argent, sa puissance, sa vulgarité, le fait du prince. Et donc je me suis retrouvé très vite dans une situation en droite logique de ce que je prévoyais d'emblée, c'est-à-dire dans la passion. Et au fond, la question du reste, peu de temps après, Leila El-Wakil m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous pouvez déjà me donner un titre ? Parce qu'il faut qu'on prépare les documents. » Et le titre auquel je pensais, c'était, je l'ai noté, « Le retour des œuvres d'art, un problème sans solution ». Donc, je me suis dit, le vrai problème n'est-il pas d'essayer de remplacer un peu de cette passion par un peu de raison? Et comment y arriver? Et je me suis souvenu d'un problème assez voisin que j'ai dû résoudre à 3 reprises ces 12 dernières années, qui était la recherche d'un chef d'orchestre titulaire pour un orchestre symphonique, en particulier, spécifiquement l'orchestre de la Suisse romande. Lorsqu'on pense aux qualités que doit réunir en lui un chef d'orchestre, on voit qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont souvent contradictoires, et on aborde ce problème avec beaucoup de passion, d'autant que l'on est attaché à l'institution qui cherche le chef. Je pense en cela à nos musiciens de l'orchestre, pour qui c'est très important. Et il m'incombait la tâche, non pas de décider seul, mais en tout cas de piloter le processus de sélection jusqu'à son terme, en espérant que, entre le début et la fin du processus, il n'y ait pas de guerre.
Les critères sont très nombreux. Par exemple, on peut dire la notoriété. Chouette, c'est une chose. On peut dire aussi l'expérience de chef en tant que titulaire d'un orchestre, c'est-à-dire qui travaille avec les mêmes musiciens sur une certaine distance, sur un certain nombre d'années. On peut parler également de la capacité à diriger du lyrique, puisqu'il y a un opéra à Genève dans la fosse duquel travaille l'orchestre. La capacité à communiquer avec les autorités subventionnantes, etc. Et finalement, la solution à laquelle j'ai pensé, et c'est la solution qu'en tant que Candide je vais esquisser devant vous, c'était de passer, mais oui, par un modèle mathématique. Alors je vais vous donner, et vous voyez, il n'y a pas de PowerPoint parce que franchement, c'est pas plus compliqué que le carnet du laitier. Ça fait peur quand on dit modèle mathématique, mais en réalité, c'est d'une simplicité biblique. Et je vais vous dire en quelques mots à quoi je pense. Imaginons qu'on arrive à mesurer, et oublions pour l'instant les incertitudes de la mesure, j'y reviendrai, vous verrez, c'est une source d'enrichissement, ces difficultés, ces incertitudes. Mais imaginons qu'on arrive à mesurer une fonction qu'on appelle P, qu'on arrive à lui donner un chiffre. P, c'est la pertinence. En d'autres termes, imaginons qu'on arrive, pour une œuvre d'art donnée, à mesurer P, la pertinence selon laquelle cette œuvre d'art devrait retourner d'où elle vient. Voilà. Et imaginons que ce chiffre de P, qu'on peut très facilement normer, n'est-ce pas, arriver par construction à dire le maximum de la pertinence, c'est 100%. Et ce 100%, c'est le résultat d'un certain nombre d'additions et de multiplications. Alors, le modèle se construit de la manière suivante. Imaginons qu'il y a, pour l'exemple, 10 paramètres clés qui définissent le statut d'une œuvre d'art par rapport à cette réflexion, faut-elle, oui ou non, qu'elle retourne d'où elle vient. Alors ces paramètres, je vais en lister une dizaine, c'est-à-dire ceux auxquels j'ai pensé, mais on peut en imaginer d'autres. Ce qui est très important, c'est de spécifier ceci. Ces paramètres, à chacun de ces paramètres, on va attacher 2 chiffres. Le premier, c'est son poids. Il est évident qu'il y a des paramètres qui caractérisent une œuvre d'art qui sont plus importants que d'autres. Quel poids attribuer à chacun de ces paramètres? Fonction, bien évidemment, de tous les autres. Un poids relatif. Et puis, un deuxième chiffre, c'est la gradation. C'est-à-dire, pour un paramètre donné, quel est le pourcentage dans lequel l'œuvre d'art répond à ce paramètre. Je vais prendre un premier exemple. Premier paramètre, le prix payé pour une œuvre d'art. Alors, il s'agit bien évidemment du prix qui a été payé au moment où l'œuvre a quitté son lieu d'origine. Ce premier paramètre, le prix payé, on peut imaginer qu'il y a une gradation de 0 à 100. On peut dire que si le prix payé était 0, eh bien la gradation est 0. Et si le prix payé à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque du transfert, correspondait selon la... C'est moi ça? En plus, c'est moi. Ben dis donc. Le mieux dans ces cas, c'est d'enlever la batterie. Comme ça, au moins, je suis sûr. Pardon.
admettons que le prix payé à l'époque pour telle ou telle statue égyptienne correspondait en toute honnêteté à 100% du vrai prix de l'époque. Alors il faut le mettre, parce que ça c'est un élément qui va plutôt aller dans le sens de diminuer le calcul de cette fameuse fonction P, de pertinence. Et puis on va passer à un autre paramètre qui est l'officialité de l'achat, c'est-à-dire la légitimité de l'encaisseur. Voilà, vous êtes au XIXe siècle, devant un tombeau formidable de l'Antiquité, et vous avez en face de vous un monsieur qui est le responsable des œuvres d'art de son pays et auquel vous avez affaire, s'il est absolument légitimé dans la transaction, c'est évidemment un aspect des choses qui diminue, ou en tout cas qui ne va pas augmenter la mesure de la pertinence du retour. Donc voilà, imaginons une situation, vous êtes en face de quelqu'un qui est légitimé à faire la transaction et vous lui payez le prix plein. Est-ce que le problème est réglé? Pas encore, parce qu'il y a un troisième paramètre auquel je pense, qui est essentiel, qui est la liberté de dire non. Parce que si vous avez derrière vous une armée de 500 cavaliers, je pense que la propension de ce brave monsieur à dire non sera plus faible que si c'est lui qui a les cavaliers derrière son dos. Et donc, on voit que la question du prix se pose, la question de la légitimité de la transaction, de l'acte se pose, mais cela peut cacher autre chose qui est le degré de liberté de la personne en question à refuser la transaction. On peut imaginer des situations, pas seulement avec les biens de l'Antiquité dans les pays d'Orient pendant les époques coloniales, mais également pendant la Deuxième Guerre, où il y avait des gens issus des minorités à qui on faisait des propositions pour leur acheter leurs œuvres d'art. En général, le prix n'était pas 100%, mais même s'il était par impossible, et même si ces personnes finissaient par accepter, est-ce que c'était vraiment juste? Ben non, parce que ces personnes n'avaient pas toutes les conditions pour être libres d'accepter ou de ne pas accepter. Un quatrième paramètre, c'est l'unicité, la rareté. Il y a des objets qui sont uniques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient nécessairement de grande qualité artistique. Et du coup, j'ai imaginé un cinquième paramètre, j'arriverai à 10, j'ai imaginé un cinquième paramètre qui est la dimension artistique. Par exemple, un objet peut être unique, mais peu intéressant, peu parlant sur le plan artistique, ou l'inverse. Je fais une comparaison un petit peu tirée par les cheveux, mais on connaît 49 autoportraits de Van Gogh. On peut dire que chaque autoportrait est exceptionnel, et il l'est bien entendu. Mais on peut dire aussi, bah, c'est pas le seul. Si on n'en avait qu'un, la situation serait différente. On en a 49. Il y en a 49 de répertoriés dans le monde, et en général, ils sont bien traités. Mais chacun a une dimension artistique hors norme, ce qui fait qu'il faut un paramètre pour mesurer également cette dimension artistique. Un sixième paramètre, très intéressant, c'est l'ancienneté du déplacement. Et là, je sais qu'il y a des juristes ici, et les juristes pourraient s'en donner à cœur joie pour débattre de manière très contradictoire. On peut dire, pensons aux merveilleuses sculptures géantes qui sont au Louvre, à la cour, Khorsabad, qui viennent de l'Irak, enfin de là-bas. Et on peut dire,
on peut tenir deux discours tout à fait opposés. On peut dire, mais bon, ils sont là depuis 2 siècles quasiment, on ne va pas maintenant les déplacer, ce serait injuste. Le Louvre s'en est occupé merveilleusement. On peut dire aussi, 2 siècles, basta. Et oui, chacun son tour. Come back. Il y a un 7e paramètre qui également, comme le 6e, celui de l'ancienneté, peut prêter à des points de vue très opposés. C'est l'opportunité du retour en liaison avec le risque politique. On peut dire, dans tel ou tel cas de figure, en particulier pour l'Irak, par exemple, on peut dire, vous savez, franchement, ces œuvres sont mieux chez nous. On s'en occupe, on les époussette, on les montre aux écoles, tandis que là-bas, c'est la guerre. On ne sait pas ce qui se passe, de temps en temps il y a des pillages, donc finalement on les garde. Et en faisant ça, on se sacrifie pour eux, bien entendu. Il y a un point de vue opposé qui consiste à dire il faut respecter l'être humain et le responsabiliser. Alors à lui à savoir ce qu'il doit faire avec ses œuvres d'art. Et qui peut me dire que cet acte n'est pas constitutif de la dignité d'un peuple et n'est pas constitutif du processus démocratique? Un 8e paramètre touche à un objet assez facilement quantifiable qui est le coût des recherches des fouilles. Et là, c'est vrai que l'on peut imaginer, comme toujours, pour autant que la transaction soit librement consentie. Ça, c'est le point clé. Mais on peut imaginer que d'État à État se passent des accords dans le cadre desquels un pays propose l'expertise de ses savants et le financement de fouilles contre quelque chose qui peut être ensuite prêté ou mis à disposition ou donné pour toujours, selon le cas. Mais cet effort dans la recherche et la découverte des objets mérite légitimement d'être reconnu. Un 9e paramètre touche au lien émotionnel et ipso facto spirituel qu'un objet peut avoir pour le lieu et les gens du lieu d'où il provient. Et c'est évidemment une mesure qui est importante dans l'appréciation de la pertinence du retour de ce même objet. Et puis, un 10e paramètre, on pourrait continuer, je m'arrêterai là, un 10e paramètre touche au lien physique, plastique de l'objet et de son lieu d'origine. Je ne peux pas, bien entendu, ne pas penser aux frises du Parthénon. Alors, lorsque l'on fait cet exercice, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment on se met autour d'une table et on dit, voilà, on va prendre ces 10 paramètres, on va les pondérer, ça peut faire l'objet d'une discussion, voilà, il y en a un qui est plus important qu'un autre, etc. Quel poids relatif on leur donne? Le poids total définit vraiment le maximum de cette fonction P, la pertinence du retour. Et dans un deuxième temps, pour une œuvre d'art donnée, c'est un sujet de discussion de savoir, pour chacun de ces paramètres, quelle gradation on donne à cette œuvre d'art. Est-ce qu'elle a été achetée au prix plein, dans des conditions correctes? À qui? Est-ce qu'elle a été arrachée? Est-ce que c'est un bien spirituel indispensable? Etc. Et on arrive ainsi à un résultat
quantitatif. Un chiffre, c'est très facile. Hein. C'est vraiment, on n'a même pas besoin d'un ordinateur. On arrive à un chiffre. Et là, je voudrais juste une seconde d'attention particulière. Est-ce qu'on s'arrête à ce chiffre? La réponse est surtout pas. Surtout pas. Je crois que l'intérêt du modèle mathématique ainsi conçu, il est d'abord de recommencer l'expérience en rediscutant des poids et en rediscutant des gradations pour une œuvre d'art précise. Et en répétant cet exercice un grand nombre de fois. Et lorsque l'on a répété cet exercice un grand nombre de fois, on a, par ce processus, acquis une intimité au problème, une connaissance du problème, en passant par les voies de la raison, en ayant quitté la passion, en ayant exploré toutes les avenues, toutes les facettes, que l'on est presque, je dirais, devenu, sur l'objet en question, un expert. Et lorsqu'on a répété cette opération un grand nombre de fois, ce qu'il convient de faire absolument est de prendre ce modèle mathématique et de le jeter à la poubelle, de ne pas se baser sur ce résultat. Et ensuite de décider ou de discuter en se fondant sur son intuition, sur ce que l'on a acquis par ce processus qui a ses limites, mais dont les limites précisément nous obligent à un exercice d'humilité, de raison, dans la sérénité. On apprend à mieux connaître le problème, on devient, et ça alors je l'ai vécu quand on a fait cet exercice pour la sélection des chefs d'orchestre, on devient un interlocuteur d'une autre conviction. On montre que l'on a étudié, on montre un véritable effort de raison dans un problème très complexe et très passionnel. Et puis, last but not least, et je pense en cela aux réflexions de Maître Reynolds, on crée une plateforme de discussion. On crée une situation dans laquelle chacun peut s'exprimer par les voies de la raison, en analysant le problème plutôt qu'en essayant d'en résumer une issue de manière brutale ou violente en disant « il faut que les Frises du Parthénon rentrent en Grèce, ce qui se passe est absolument scandaleux ». On a cette tentation. Mais moi je me dis, imaginons que demain, une instance crédible, pluridisciplinaire, s'attelle à définir un tel modèle. Une instance qui regroupe des historiens de l'art, des directeurs de musées, un mathématicien spécialiste en recherche opérationnelle, fait ce modèle, choisit, disons, 5 ou 6 œuvres d'art bien connues, mondialement connues, et dit, au terme de ces travaux, voilà, notre modèle vaut ce qu'il vaut, il a ses limites, mais pour chacun de ces objets, nous avons un chiffre. Alors vous savez, il y a des listes, hein. Le grand public aime beaucoup les listes. Les 10 best dressed women in the world, the 10 worst dressed women in the world. Tout à l'heure, le directeur du musée a déploré à juste titre une intervention politique dans un problème de retour d'œuvres d'art. Je pense que ce qu'il déplorait, c'était plus la vulgarité de l'intervention que la qualité politique de l'intervention, parce que la qualité politique du problème, elle est omniprésente. La seule sauvegarde, pour nous tous, c'est que le politique fonctionne par les urnes dans nos pays. Et les urnes, qu'on le veuille ou non, c'est l'opinion publique. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut le prendre en compte, il faut l'intégrer dans l'équation. Et imaginez
qu'un jour, il y ait un article, quelque part, un article très sérieux à dimension académique, qui dise, voilà, il y a un modèle, c'est une idée complètement farfelue, un modèle mathématique pour les retours d'œuvres d'art, mais voilà, un certain nombre d'experts se sont réunis, c'est pluridisciplinaire, et on arrive à la situation suivante, et on prend 5 ou 6 objets très disputés, et on dit, par exemple, le numéro 1, les frises du Parthénon à 96% d'urgence de retour, de pertinence de retour. Ça, c'est quelque chose que l'opinion publique en Angleterre peut comprendre. 96%, le numéro 1. Tant qu'on dira, c'est très injuste de les garder, c'est flou. Mais si on dit, on a fait un travail sérieux, académique, et au premier rang, il y a les frises du Parthénon, parce que, 1, elles n'ont pas été payées. 2, elles ont été prises dans des conditions où il n'y avait personne qui pouvait signer un bon de départ. 3, elles ont été arrachées. 4, elles touchent à la religion ancienne des Grecs, etc., etc. On peut faire toute la liste. 5, il y a déjà assez longtemps qu'elles sont à Londres. Je vous garantis qu'il y a à ce moment-là un débat, un véritable débat en Angleterre, qui n'aura jamais lieu tant que les arguments seront à caractère simplement qualitatif. Et donc, vox populi, vox dei, la politique, on passe par elle, mais elle passe par les urnes, et donc elle passe par l'opinion publique, et elle passe par les médias. Et si demain, dans une publication sérieuse, il y avait une telle étude, je pense que le Financial Times serait le premier journal à la reprendre. Et là, il y a un débat. Et là, il y a peut-être des choses qui vont changer. En conclusion, je voudrais dire ceci. Pourquoi est-ce que, au fond, nous nous battons pour les œuvres d'art? Parce que l'art, c'est la chose la plus importante au monde. Parce que l'art, c'est ce qui nous permet, avec le moins de douleur possible, d'appréhender notre condition humaine. L'art nous permet de ruser avec nous-mêmes, nous permet de nous voir à travers le personnage du roman ou le personnage du théâtre. Et ce que nous n'osons pas affronter pour nous, parce que c'est trop douloureux, parce que toutes nos limites nous sautent aux yeux et que c'est difficile, nous le faisons grâce à l'art, grâce à la peinture, grâce au ballet, grâce au roman, au personnage de roman. Et donc, l'art nous est essentiel, c'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'il nous aide à vivre, comme rien d'autre ne nous aide à vivre. Et je pourrais dire la religion, mais pour l'amour du ciel, la religion l'a parfaitement compris. Qui étaient les commanditaires des grandes œuvres d'art de la Renaissance et de la pré-Renaissance? N'oublions pas la pré-Renaissance. Donc, l'art est très important et vient nous aider à trouver la raison. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a un juste retour des choses. Voilà que la raison, les mathématiques, peuvent venir à leur tour aider à un problème qui a une composante artistique essentielle, qui est le retour des œuvres d'art. Et je dirais que pour nous autres, qui ne cherchons au fond que la justice, voir pour une fois la raison voler au secours de l'art, ce n'est qu'un juste retour des choses. Je vous remercie. Nous arrivons à la partie qui devrait être extrêmement intéressante et animée de cette matinée qui sera la discussion. Alors j'aimerais beaucoup que les conférenciers viennent à la table.
Et le public, bien entendu, est appelé à poser des questions. On a un peu plus de temps que ce qu'il était prévu, donc profitons-en. Des micros sont à disposition pour la salle. On va peut-être en garder un pour les conférenciers. Voilà. Alors, la parole est à vous, la salle. Les démarrages sont toujours lents. Oui, voilà une question. Monsieur Abdoulaye Camara. Merci. Je remercie les conférenciers pour toutes ces interventions de la journée. Mais je vais intervenir sur la dernière contribution. Je trouve que Moussi Arditi n'est pas si candide que ça. Mais il y a la seule chose que j'aimerais, je pense que cette question qu'il pose, s'il l'avait posée d'une autre manière, en disant l'appartenance des objets, soit archéologiques, soit historiques, etc., on verrait tout de suite que le débat serait autre. Parce que, en fait, ce sont des témoins matériels de culture, ce sont des témoins matériels d'autres pays qui s'inscrivent dans leur histoire. Et ça passe au-delà de l'objet d'art. Je suis bien d'accord avec son interprétation de l'art, je suis entièrement d'accord, mais pour moi, c'est avant tout des objets d'un patrimoine historique. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit taché, qu'ils aient tous les problèmes, c'est des témoins archéologiques et historiques. Je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Écoutez, merci pour votre question. Non, je suis très candide, je vous assure. Mais là, si vous voulez, on est en plein débat. Vous êtes rentré dans le débat. Dans le choix des paramètres que j'ai proposés, il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension plastique, c'est-à-dire la question de l'arrachage. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est au fond que cette dimension, elle est vastement plus importante que d'autres aspects, n'est-ce pas? C'est juste ce que je dis si je résume votre pensée. C'est parfait, ça, et c'est en parfaite cohérence avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire, à ce moment-là, eh bien, à cette dimension-là, on attribue un poids en conséquence. C'est assez facile à faire, n'est-ce pas? De dire finalement, bon, le prix payé, c'est pas très important, l'important, c'est la dimension spirituelle. Mais je trouve que c'est juste de passer par la discussion pour établir ces poids. Et là, le processus de modélisation, la construction du modèle, permet le dialogue. Ce que vous dites a quand même, disons, il y a plusieurs aspects dans votre réflexion. Il y a des cas de figure où les objets en question correspondent encore à des pratiques religieuses et à des croyances. Il y a d'autres cas de figure où ce n'est plus le cas. Exemple, la Grèce, qui est un pays orthodoxe. Et pourtant, dans l'âme des Grecs, que je connais bien, l'attachement aux frises du Parthénon et à la culture ancienne à tout d'une religion. Donc, tous ces problèmes-là, me semble-t-il, méritent d'être mis à plat et surtout d'être pondérés les uns contre les autres par précisément des personnalités telles que vous qui avez votre regard et votre ouverture de façon à arriver peut-être un jour à un consensus.
à une piste de réflexion et surtout à un lieu d'échange. Parce que tout cela, finalement, est quand même assez relatif. Vous parlez de spiritualité. Bon, moi, je peux vous dire, il y a des œuvres du Titien qui sont, et même, je dirais, encore beaucoup plus de la pré-Renaissance de Veneziano, qui sont très spirituelles. Alors, ces œuvres, il faut les traiter d'une certaine manière si elles ont été déplacées. Mais du même peintre, il y a des œuvres qui sont très charnelles. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, tous ces problèmes-là, finalement, méritent d'être mis à plat avec autant d'ouverture et surtout autant de sérénité que possible. Prochaine question. Oui. Excusez-moi, ma voisine veut s'en aller. Bien, j'ai trouvé que toute la matinée, les interventions étaient extrêmement intéressantes et nous a appris beaucoup de choses. Je vous en remercie. J'ai remarqué le titre de ce symposium, Patrimoine universel, revendications locales. Ce titre-là est vraiment... enfin, après ces interventions, je comprends mieux ce titre. Dans le sens que patrimoine universel, on a beaucoup parlé d'égyptologie, on a parlé des frises du Parthénon. Et en fait, tout ce qui est maintenant l'Égypte, l'égyptologie, c'est devenu un patrimoine universel. C'est-à-dire ce n'est plus seulement égyptien, c'est notre... comment dire ? C'est notre référence, le plus dans le passé que nous connaissons. Et les revendications locales, cette petite phrase juste à côté de patrimoine universel, évidemment, c'est source de conflit, et c'est ce que le dernier intervenant a bien précisé. Dans ce retour de ma question, c'est qu'on ne doute pas d'appartenance des objets que nous voyons dans les musées en Occident particulièrement, surtout les objets en provenance d'Égypte. Mais il y a une question probablement que je me pose, c'est sur le retour de certains de ces objets. Et à cette occasion, je crois il semble que le nouveau musée de l'Acropole d'Athènes a déjà préparé la place pour le retour des frises. Donc ça, c'est une autre question. Si ces objets qui appartiennent à certaines cultures, ou bien à leurs descendants, ou je ne sais pas comment on peut le dire, sont devenus aussi notre patrimoine, enfin le patrimoine de tout le monde entier, est-ce qu'on n'a pas aussi un droit de regard sur, après leur retour, sur la continuation de l'exposition de ces objets, puisqu'ils sont devenus patrimoine universel? Voilà ma question. Alors, je vois que Marika anticipe probablement sur des discussions que nous allons avoir par la suite. Néanmoins, qui, autour de cette table, veut tenter une réponse? Bon, mon collègue apparemment me laisse le micro. Je pense effectivement que vous anticipez les discussions qui vont suivre. Pour le cas de l'Égypte, qui est celui que je connais un peu plus, certes, l'Occident, lorsqu'il rend un objet, peut oser espérer avoir une exigence, entre guillemets, et de dire que l'accessibilité de cet objet par le public doit être garantie. Ensuite, les États sont souverains et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Nous réclamons, pour certains, liés au patrimoine égyptien par effectivement la durée depuis laquelle ces objets sont chez nous et le fait que l'égyptologie soit au début une science européenne avant d'être devenue une science plus internationale. Mais nous n'exposons pour autant pas tous les objets d'égyptologie que nous possédons non plus. L'Égypte pourrait aussi dire, si vous vous revendiquez meilleur garant du patrimoine égyptien, à ce moment-là, exposez tout. Alors que, d'une part,
tout n'est pas exposable, parce qu'il y a des objets qui sont très intéressants pour la science, mais pas très intéressants pour le grand public. D'autre part, ça pose des questions de place, ça pose des questions de conservation, parce qu'un parchemin ne peut pas non plus être exposé en permanence à la lumière. Ça pose tout un éventail de questions qui se posent aussi dans l'autre sens. Donc, je ne pense pas que l'exigence d'accessibilité au public soit possible dans une restitution. Après, je n'ose pas trop m'avancer sur la question. Alors, je passe le micro à mon voisin. Madame, pour la plupart des cas, ces déplacements d'œuvres d'art, et je voudrais que vous preniez acte de cette dimension, se sont accompagnés par une grande humiliation. Je pense qu'aujourd'hui, si l'on demandait à l'opinion publique grecque d'accepter des conditions de surveillance, je suis à peu près certain que la réponse serait « Vous êtes bien gentil, mais on est assez grand pour savoir ce qu'on veut faire de nos œuvres d'art. » Moi, je veux bien que la science de l'égyptologie ait démarré en Europe, mais l'art, les objets eux-mêmes, ils viennent bel et bien de là-bas. Ils n'ont pas attendu les scientifiques européens pour être créés il y a 3000 ou 4000 ans. Donc, dans cette dimension, c'est sûr que moi, je réagis là de manière très proche de mes origines turques et grecques, mais c'est sûr qu'il y a là une dimension politique, sociale de premier ordre, et je pense que l'idée d'avoir une sorte de regard permanent pour savoir si les gentils petits de la Méditerranée font bien leur travail, je crois que ce serait quand même pas très très bien reçu. Prochaine question. Oui, tout en haut. Bonjour. D'une manière générale, vous n'avez pas divisé les pays receveurs en pays riches et en pays pauvres. Comme vous savez, en particulier en ce qui concerne l'Afrique, la plupart des pays n'ont pas les moyens de conservation suffisants pour retenir chez eux un certain nombre d'objets. Je prends pour exemple le cas de David, un commerçant de Zurich, qui a rendu au Nigeria un certain nombre de têtes iffées de la civilisation, cette civilisation qui date d'assez longtemps en Afrique. Mais on les a retrouvés quelques mois ou quelques années dans le commerce international. Alors, c'est un véritable problème, c'est un véritable casse-tête. La conservation des biens culturels dans certaines conditions, envahis par les guerres, les incendies et tout cela, pose un réel problème. Et je crois que dans les critères que vous avez mis en évidence, il faudrait voir celle-là aussi. Donc ça doit faire partie des conditions de cette réflexion d'un éventuel groupe. Merci. Je vous remercie je l'ai mis, c'est le 7e. C'est l'opportunité du retour, pour laquelle on peut avoir un discours contradictoire. Dans certains cas de figure, le retour est constitutif du processus de démocratisation et aussi de regain de dignité nationale. Et dans d'autres cas, il faut se dire, à ce moment-là, pour l'instant en tout cas, les conditions ne sont pas réunies et les objets seraient à risque, comme dans le cas que vous citez. Mais je l'ai bel et bien indiqué. Oui, si vous me permettez d'ajouter 2 ou 3 points. D'une part, il y a une question de durée. Actuellement, certains pays sont dans un état de pauvreté où n'ont pas les moyens d'assumer véritablement la conservation des œuvres. Est-ce que nous l'avons toujours eu? Par exemple, la révolution de 1830 a amené le pillage du Louvre. Beaucoup de pièces se sont perdues, ont été volées et qu'il a fallu récupérer avec patience et difficulté. Plus près de nous,
et dans cette cité même. On peut citer le cas du musée de l'horlogerie, qui n'est pas si vieux. On peut citer l'incendie du palais Wilson, où il y avait les réserves d'une partie du musée d'art et d'histoire. Donc on a beau être dans un pays réputé riche, et je pense que cette réputation est le reflet d'une certaine réalité, mais nous ne pouvons pas garantir à 100% l'intégrité des collections. Donc dans la durée, je pense que la question s'adresse également aux pays prétendument privilégiés. Bien, monsieur a une autre question. Micro, Témour. Merci. Merci beaucoup. Merci aux deux orateurs et oratrices pour votre présentation. Mais les trois, vous avez utilisé trois termes différents ou distincts. Pièce, objet, œuvre. Alors, à votre avis, peut-être oui, votre point de vue, à quel moment on peut définir une œuvre d'art ou un objet d'art ou une pièce d'art et qui peut être aussi, par la même occasion, un objet archéologique. D'autre part, oui, et je veux aussi, par là, peut-être je vais interpeller les conservateurs, le nombre et le poids, lorsqu'on parle de transfert de quelques milliers de pièces archéologiques ou d'œuvres ou d'objets, oui, peut-être on veut séduire ou impressionner, mais on peut parler peut-être à l'occasion d'un transfert de 80 tonnes d'antiquité. Il pourrait s'agir d'une seule pièce qui est constituée de la matière de bronze. Donc ça aussi, il faudrait... voilà. Et pour la première oratrice, si vous pouvez m'éclaircir un peu, parce que dans votre passage, un passage de votre présentation, vous parliez des transports. Oui, à l'époque, il n'y avait que le transport maritime, le transport aérien n'existait pas. L'interdiction des transports des cadavres, évidemment, parce que de peur de contagion et de maladies. Et on évoque les momies, mais le transport de textes ou de livres, jusqu'à une époque très récente, les livres et les textes sont des objets d'art. Parce que l'imprimerie n'existait pas encore, et jusqu'à les manuscrits sont une œuvre d'art. Parce qu'un manuscrit, il est ornementé, et parfois même avec de l'or, et qui comporte aussi des pages de miniatures, d'enluminure, et même la reliure, elle peut être merveilleusement bien, comme cette reliure-là, qu'on trouve de nos jours à Payot, parce que ça fait vendre. Voilà. Et rien que ça, merci beaucoup. Merci. Alors, je commence. Sur la lexicographie entre l'utilisation de pièces, objets et œuvres d'art, je sais que je n'ai pas utilisé œuvre d'art. Il me semble que j'ai utilisé pièces et objets. Est-ce que j'ai utilisé œuvre d'art ? Je ne crois pas. Œuvre d'art appelle effectivement plus une œuvre d'art selon nos critères occidentaux, et je rejoins effectivement M. Camara qui parle des objets archéologiques et historiques. L'avantage de pièces ou objets permet de ne pas trop faire de différence entre tous. Après, pourquoi leur utilisation ? Je dois vous avouer que je sais pourquoi je n'utilise pas œuvre d'art, et pièces et objets sont plus vastes et plus englobants, permettent de moins induire cette façon de différenciation. Ce qui me permet de répondre à votre autre question sur les livres et les textes. Certes, il y en avait beaucoup. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais quand j'évoque les 1500 objets qui auraient été présents dans le cabinet du roi à la fin du XVIIe siècle, cela inclut les textes et quelques manuscrits. Et lorsque l'on voit les récits, les journaux des consuls qui cherchent des antiquités en Égypte, on voit également qu'ils rassemblent beaucoup de papyrus qui sont des textes, mais aussi des manuscrits dans les monastères coptes. Donc, effectivement, d'utiliser pièces ou objets ne rentre pas dans le détail, mais englobe ces différentes choses. Et je me permets de faire un petit peu d'autopublicité, excusez-moi, mais de vous renvoyer à ma thèse sur le collectionnisme public et les consciences patrimoniales au sujet des collections d'antiquités égyptiennes en Europe, qui a été publiée chez l'Harmattan, et où j'évoque effectivement cette question de l'ampleur des collections et de...
48,50 €, pas très cher, vraisemblablement. Je vous remercie. Voilà, merci. Ben, premièrement, il y a, je dirais, dans le cadre d'un colloque comme celui-ci, forcément un aspect rhétorique. Si je vais utiliser que le mot objet à longueur d'exposé, certains en auraient peut-être été lassés. On pouvait aussi parler de pièces, de spécimens, d'items, etc. Dans un musée, dans ma pratique quotidienne, je n'ai finalement affaire qu'à des numéros d'inventaire. Façon relativement neutre de désigner les possessions patrimoniales de la ville de Genève. Comme je ne suis pas tout à fait une bête insensible, je prends le risque parfois de parler d'œuvres d'art à propos de l'Égypte ancienne, parce que effectivement c'est une façon de dire que c'est une pièce qui me touche, selon des critères qui ne sont certainement pas ceux des anciens Égyptiens, mais qui sont, je l'admets volontiers, les miens. Enfin, j'ai aussi le droit, je pense, d'exister en tant qu'être sensible à côté de ces humains. Alors, dernière précision, je n'ai pas voulu faire un exposé trop long puisque nous étions rationnés dans le temps. J'ai choisi l'image forte des 80 tonnes pour l'année 1888. J'aurais pu ajouter le nombre de caisses, mais je l'ai oublié, c'était une quarantaine, ce qui suppose donc qu'il y a plus que simplement un seul objet. Je voulais simplement indiquer sur la proportion énorme de matériel qui, après une saison, pouvait quitter un chantier. D'ailleurs, ce poids est une estimation plus qu'autre chose. On sait que dans la même mission, des pièces ont rejoint le musée de Boulac, l'ancêtre du musée du Caire, et que celles-ci représentaient environ 40 tonnes. Donc on a une proportion, si vous voulez, 1/3, 2/3. Je ne sais pas si je vous réponds convenablement. Oui, merci, parce que aussi j'ai voulu vous questionner sur le titre de votre présentation, parce que l'égyptologie est-elle un patrimoine? Le titre même est provocateur, parce que les sciences archéologiques, à l'origine, pour parler d'égyptologie, donc ça se précise beaucoup plus dans un pays défini, mais on n'est pas censé, on peut être égyptien, étudier cette période-là. Tout comme, on parle de retour aux revendications, mais le retour, on doit se rassurer, parce que ça ne doit pas se retrouver dans le marché d'où ça doit revenir, et ça assure la continuation de la recherche scientifique. Le conservateur de musée, non pas pour le conserver, mais aussi, on doit se rassurer que la recherche scientifique archéologique continue sur place lorsqu'il y a un retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je sais que M. Reynolds a demandé la parole. Pour ma part, j'ai une curiosité, effectivement, liée à l'aspect quantitatif que chacun de vous trois, ou non, surtout deux d'entre vous, ont exposé ce matin. Antoinette Maget nous a évidemment parlé de ces partages de collections à partir d'un certain moment par moitié. Alors, je me posais la question, mais comment décide-t-on cette moitié? Est-ce que c'est une moitié numérique? Une moitié pondérique, une moitié qualitative. Et puis, effectivement, donc, ces questions sont intéressantes parce que l'art ou les objets archéologiques qui rejoignent l'art dans certains cas, comment peuvent-ils être, dans le fond, mesurés en vue d'un partage? Je commence ma réponse et vous me corrigez si je me trompe, parce que votre pratique de l'égyptologie est plus importante. Le partage par moitié se faisait d'un point de vue numérique et qualitatif, ce qui ouvre le champ à certaines contestations, et la contestation autour du buste de Néfertiti fait partie de celle-ci. Les équipes de fouilles établissaient une liste exhaustive de ce qui avait été trouvé et établissait une seconde liste en mettant en regard des pièces qui pouvaient être d'intérêt et de valeur, entre guillemets, semblables. Et on mettait, par exemple, une superbe tête de Néfertiti à gauche et un très beau buste de Toutankhamon à droite. Et donc, les deux pièces étaient censées être équivalentes et ça, on établissait le partage de cette manière-là. J'évoque le cas de Néfertiti parce que tous les bruits courent à son sujet et on dit que, notamment, Borchardt aurait maquiller cette tête pour ne pas que les Égyptiens se rendent compte qu'elle était si importante et si belle. Donc ça, c'est le partage qualitatif. Et ensuite, effectivement, en revanche, avec l'évolution des législations, on arrive plus vers un partage de 10% pour les équipes étrangères et 90% qui restent en Égypte. Et là, les critères se modifient, évidemment, en mettant plus en avant le qualitatif
que le quantitatif, forcément, mais aussi le qualitatif, non pas uniquement selon nos critères occidentaux qui très souvent se font sur la base de l'esthétique, mais aussi le qualitatif par rapport à l'importance pour la recherche ou pour l'avancée de la science. Qu'ajouter? Tout d'abord que, je vous rassure, la tête de Nefertiti n'a pas été maquillée. Borchardt avait trouvé une autre astuce beaucoup plus subtile, c'était de présenter des photographies, et en l'occurrence de mauvaises photographies de la tête, si bien que personne n'y a vu de l'intérêt. On peut ajouter que d'abord que les choses ont évolué dans le temps. Quand j'ai beaucoup parlé après des recherches dans les archives Édouard Naville, il est clair qu'à la fin du 19e siècle, le musée du Boulac, qui est à l'étroit, donc il ne peut pas accueillir des milliers de pièces aussi nouvelles, eh bien, choisit vraiment ce qu'il estime être indispensable pour la perpétuation du patrimoine et de ces exemples pour l'Égypte, et finalement autorise les fouilleurs à partir avec ce qu'ils veulent. Miss Edwards, qui est la vice-présidente perpétuelle, on va dire comme ça, de l'Egypt Exploration Fund, envoie des consignes, ramasser toutes les têtes et tous les reliefs qui traînent, puisque le service d'antiquité a choisi les 3-4 pièces qu'il voulait conserver. Donc ça montre qu'à cette époque-là, on se sert abondamment dans ces champs de fouilles. Puis les choses évoluent. Alors, je vois dans la salle Marc-André Aldiman qui m'avait raconté une histoire, tu le compléteras s'il y a lieu, disant qu'il fut une époque où on faisait dans les fouilles 2 tas de trouvailles à peu près équivalents et qu'on procédait ensuite par tirage au sort. Bon. Merci. Alors, le coup du tirage au sort, j'avoue, là, n'avoir pas souvenir de t'avoir annoncé ce fait particulier. Non, mais ceci dit, le partage, il a un côté quantitatif qui se joue quand même de manière prépondérante dans cette seconde moitié du XXe siècle. Je pense aux missions de l'Université de Genève au Soudan, par exemple. J'ai pu aussi participer à des missions en Jordanie. Et là, la quantité est primordiale dans le sens où il y a définition claire de ce qui est utile et nécessaire à la compréhension de la fouille, qui donc va essentiellement au pays source, et puis l'excédentaire, entre guillemets, qui lui donc est libéré de cette obligation de servir de patrimoine sur place. Ça a été considéré comme ça jusqu'à la fin des années 90, donc vers 1990-95, ça a commencé à changer. Mais donc voilà, c'était les critères de départ sur lesquels le partage se sont faits depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale. Quant au tirage au sort, là, j'avoue que j'ai quand même quelques doutes. On a toujours eu affaire à des négociations très précises, très sérieuses sur l'opportunité ou non de partager les choses. Marc-André Renaud aimerait prendre la parole. Oui, merci. Je me lève juste parce que je voulais que les conférenciers me voient. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Antoinette Maget d'avoir eu le courage de mentionner sa thèse. J'aimerais souligner qu'elle n'a pas, bien sûr, elle a eu la modestie de ne pas la quantifier, mais j'aimerais moi souligner que c'est une thèse tout à fait excellente et je vous recommande, si vous vous intéressez au sujet, de la lire, de l'acquérir surtout et de la lire. Cela étant, j'aimerais revenir au modèle proposé par M. Arditi. Vous savez que j'apprécie immensément votre réflexion et elle m'intéresse beaucoup et je pense qu'on devrait pouvoir l'utiliser pratiquement. Une question toute simple, mais qui s'adresse justement à l'ingénieur, au mathématicien. Que faire si on arrive à un résultat de 50%? Que faire si, en bon suisse, nous avons examiné l'ensemble des considérations et des critères et puis qu'on a si bien balancé la chose qu'on arrive à 50%. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Regardez, Maître Renaud, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière chose à faire, je me lève pour vous voir aussi à mon tour, la dernière chose à faire est de se baser sur le résultat quantitatif de ce modèle.
Vraiment, c'est la dernière chose à faire. Et moi, je me souviens, si j'ose évoquer ce souvenir personnel, j'ai étudié la recherche opérationnelle à Stanford il y a longtemps avec un professeur qui s'appelait Charles Bonini, qui était vraiment le fondateur du modèle mathématique de l'entreprise, et lui-même, qui était un mathématicien, c'était pas un touche-à-tout comme certains, lui-même disait, vous faites tourner, you run the model, il disait, you run the model, you make sensitivity analysis, and then you throw it in the basket. Lui-même, le mathématicien, le fondateur du concept, disait le réceptacle du modèle, c'est la poubelle. Mais dans le processus, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est-à-dire qu'on a eu une meilleure compréhension, on s'est calmé un peu, parce que c'est vrai que très vite, la passion prend le dessus. Et je dirais, c'est le côté paradoxal, c'est à la fois dommage et très réjouissant quand même que ces problèmes suscitent tant de passion. C'est magnifique, c'est très humain. Très vite, la passion prend le dessus, donc il faut essayer de ruser, d'aborder le problème par d'autres voies. Et puis aussi, le grand mérite, je crois, c'est que ça constitue une plateforme dépassionnée et un peu plus sereine pour des échanges. Donc, le fait que l'on arrive à 50% ne veut pas dire oui ou non. Moi, je disais tout à l'heure, mais c'était vraiment un petit peu tongue-in-cheek, n'est-ce pas? Je disais, bah, si on fait un modèle, mais de manière sérieuse, avec des gens qui sont autour de la table, qui sont pluridisciplinaires, et qu'on prend 5 objets indiscutablement importants et qu'on arrive, peut-être, je ne sais pas, mais à quelque chose de très voisin de 100% pour les frises du Parthénon, ça crée le débat. Et donc là, on rejoint le politique. Le politique est omniprésent. C'est le politique qui vote les subventions pour l'entretien des musées, tout simplement. Hein. Ici, c'est le municipal, c'est même pas le Grand Conseil, c'est le municipal. Et le municipal, tout le monde le sait, lit la tribune. C'est comme ça. Et les discussions du budget, je les suis depuis 15 ans, depuis que je m'occupe de l'OSR. C'est en décembre, c'est passionnel. Et c'est en général très, très brutal aussi, parce qu'il y a beaucoup de lignes à voter. Mais c'est comme ça. Donc, tout ce que je dis, c'est prenons acte de la dimension politique et de la dimension publique de ces discussions et essayons de l'aborder de manière sereine, et puis de temps en temps faire un mauvais coup et dire 96% pour les frises, allez, et que ça saute. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Attendez, le micro arrive. Je vous remercie. Oui, une remarque à propos des critères que M. Arditi a nommés. Je voulais nommer la muséographie, qui est d'ailleurs en pleine évolution, et en particulier ce qui concerne les frises du Parthénon. C'est assez triste de les voir à Londres avec la lumière que l'on connaît, qui est plus propice à Turner qu'aux frises du Parthénon. Et alors donc, ça pourrait être un des critères, mais probablement que c'est inclus dans vos critères qui sont volontairement globaux. Vous avez raison, et ça montre bien les limites de mes compétences. Je n'ai pas pensé à ça, mais c'est évident. C'est évident. Merci. Autre question? Oui, alors, à l'autre extrémité, il vaut mieux passer par en haut. Merci. Ma question s'adresse à M. Rappa concernant votre définition qui, j'ai trouvé, était assez synthétique du patrimoine. Vous parlez de patrimoine immatériel, matériel, qui n'a pas de périmètre géographique et qui n'a pas de périmètre politique. Soit vous m'éclairez sur cette notion-là, soit je vous dirais que je ne suis pas d'accord. Pour une raison assez simple, c'est que dans la définition d'un patrimoine universel, il implique que lorsqu'un visiteur va au Louvre, il rentre dans une catégorie de consommateurs. Et plusieurs consommateurs ont le pouvoir de faire baisser ou de diminuer les entrées du Louvre.
Prenons par exemple. Là où j'aimerais revenir, c'est sur les notions justement de périmètre géographique. Il a un périmètre, un patrimoine universel a un périmètre géographique, dans ce sens que plusieurs consommateurs viennent en France pour observer une œuvre d'art au Louvre. Et il a un périmètre politique, dans le sens où il y a des rivalités d'usage, des rivalités dans la consommation d'une œuvre patrimoniale. Et en ce sens, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça? Je pense qu'il y a des espaces fonctionnels et il y a des échelles de territorialité aussi, qu'elles rentrent en rivalité et que, de fait, je suis politologue de formation et je fais moi-même une recherche sur le patrimoine culturel. J'essaie d'identifier quels sont ces acteurs qui rentrent en confrontation et je ne suis pas si sûr qu'un patrimoine universel n'ait pas de périmètre géographique et politique. Voilà, je vous remercie. Bien, vous posez la question en humaniste, ce qui est une bonne chose peut-être. J'avais en tête simplement une vision beaucoup plus terre-à-terre, quelque chose qui m'étonne souvent. On peut dire qu'effectivement, puisque je m'occupe d'Égypte ancienne, que logiquement tout ce qui est objet égyptien devrait appartenir au patrimoine et appartient d'abord au patrimoine de l'Égypte. Pourtant, il existe en Angleterre par exemple, en France également, des lois qui me surprennent, qui font que, par exemple, des antiquités égyptiennes entre les mains de particuliers peuvent être considérées par les responsables politiques en France de la culture comme patrimoine national français ou anglais, alors que les pièces sont originairement des pièces égyptiennes. Le musée du Louvre, par exemple, ou les musées nationaux exactement, se réservent un droit de préemption dans les ventes aux enchères qui ont lieu à Paris, par exemple, en estimant que tel ou tel objet, récemment, il y a un très très beau papyrus médical du Nouvel Empire, sauf erreur, qui a été vendu assez cher aux enchères. Le Louvre a fait un droit de préemption, estimant que ce papyrus hiératique médical écrit il y a plus de 3000 ans, en fait, appartenait au patrimoine français. J'ai quand même un peu des problèmes à comprendre ça. Et c'est en ce sens que je ne pense pas qu'il y ait de frontières au patrimoine dans le sens le plus large où j'ai voulu l'entendre. Mais le raisonnement humaniste que vous tenez est tout à fait valable. Je crois qu'on a encore le temps pour une question. Oui, madame. Alors, attendez, le micro arrive. Merci. Aussi une question de Candide, donc toute simple, concernant les frises du Parthénon. Si elles reviennent en Grèce, est-ce qu'elles seront remises sur le Parthénon ou iront-elles dans un musée? Alors, elles iraient vraisemblablement au musée de l'Acropole, construit par un Suisse, qui est juste en face, qui est magnifique et qui a déjà le lieu. Pour des questions liées à la vie à Athènes et à sa pollution. Voilà. Merci. Bien, je suggère que nous levions là notre séance du matin, ce qui vous donne l'occasion de profiter du beau soleil que nous avons aujourd'hui encore. Et nous nous retrouvons à partir de 14h dans cette salle pour continuer ce symposium avec beaucoup de juristes que nous entendrons cet après-midi nous parler du droit de l'art. Je vous remercie.